Alors, quand un des prisonniers parvient à se détacher, il sort, mais cette sortie, elle est même douloureuse, puisque dans la vie commune, quand vous êtes enfermé dans une chambre, vous sortez de la chambre pour aller vers la lumière, vous voyez que vos yeux ont du mal à voir. C'est la même chose qui se passe. Quand vous quittez un endroit très clair pour entrer dans un endroit sombre, vos yeux aussi ont du mal à voir. Alors, ces prisonniers de la caverne-là aussi, quand il est sorti de cette caverne pour découvrir le monde extérieur, mais il y avait la douleur. Qu'est-ce que signifiait cette douleur? Cette douleur signifiait tout simplement cette prise de conscience comment dirais-je, de l'état de fausseté dans lequel il a toujours été. Du coup, il y a la douleur quand il sort de la caverne pour aller vers le monde extérieur. Il y a aussi la douleur quand il quitte le monde extérieur pour entrer dans la caverne. Donc ça, c'est le philosophe en réalité, qui, lorsqu'il se détache de la croyance commune, va se questionner, et ce questionnement-là ne sera pas sans douleur. Le questionnement, il est extrêmement douloureux. Ça rappelle la maïeutique socratique. Socrate qui, par un jeu de questions-réponses, parvenait à montrer à ses interlocuteurs qu'ils n'avaient pas raison et que les choses ne sont pas telles qu'ils l'ont toujours pensé. C'est s'étant inspiré de sa mère qui fut une sage-femme, c'est-à-dire une dame qui aide à accoucher les bébés. Lui, il se dit qu'il est un sage-homme, c'est-à-dire quelqu'un qui aide à accoucher les esprits. Et vous savez que l'accouchement est toujours douloureux. On ne peut pas accoucher dans la facilité. Donc, quand l'esprit accouche, cela veut dire que l'esprit est en train de se questionner. Du coup, quand le prisonnier qui est parvenu à s'échapper a découvert les choses dans leur vraie réalité, il a voulu en parler à ses co-détenus, mais ces gens ne vont pas le croire. Pourquoi ils ne vont pas le croire? Parce que tout simplement, ce que l'autre dit est nouveau. Ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais eu de telles idées. Ils n'ont jamais vu une telle réalité. Alors, ça c'est une allégorie. Mais cette allégorie est fondamentale et a un sens. Par exemple, euh, ceux qui sont attachés et qui ne parvenaient pas à se détacher, qui regardaient une seule direction, ce sont les gens de la société. Celui qui est parvenu à se détacher par le questionnement critique et qui est sorti de la caverne, c'est le philosophe. Mais le philosophe aussi, quand il découvre les choses dans leur vraie réalité, quand il voit que le monde est une tromperie, il ne s'en limite pas à cela. Au contraire, il veut informer les autres, il veut informer les gens de la société. Mais vous voyez que dans la caverne, lorsque celui qui s'est détaché est parti pour informer ses co-détenus, ils ne l'ont pas cru. Donc, c'est en tout cas l'image du philosophe et de la société. La société a du mal à accepter ce que dit le philosophe, puisque la société va dire, bon, toi, tu es né hier, on t'a précédé, tu viens, tu veux nous dire de nouvelles choses, etc., etc. Vous voyez. Et finalement, même, ils vont vouloir tuer le philosophe, puisque tout simplement, il a osé dire ce que personne n'a dit. Cette allégorie est très significative, puisque, en fait, c'est ce qu'on vit, surtout dans la société musulmane, où les gens ont des préjugés, ils ont entendu tellement de choses sur la philosophie. Or, ce ne sont pas des choses exactement justes. OK? Euh, En tout cas, si par exemple, moi, en tant que voilée, euh, on me, on me, on me voit quelque part et qu'on se dise que celle-là est prof de philo, ça va paraître tellement bizarre. Je vais vous raconter une anecdote. Il m'arrive à chaque fois que je rencontre des gens, ils me demandent ce que je fais dans la vie. Je dis, j'enseigne. La première des choses qu'ils répondent, ils disent, ah ok, tu enseignes dans une école franco-arabe. Je dis non. Ils disent, ah ok, c'est primaire. Je dis non. Ils disent, collège, quelle matière? Je dis, je ne suis pas dans le collège. Ils disent, donc qu'est-ce que tu enseignes? Vous voyez, je dis philo. Et ils ouvrent grandement les yeux. Philosophie. On peut dire que la perception que la société a de la philosophie n'a pas changé dans ses grandes lignes. Et ça, c'est depuis sa naissance. On se rappelle de l'exemple de Socrate en Athènes,
où il était persécuté, critiqué par ses adversaires. Et si on se rappelle des chefs d'accusation, on disait que Socrate ne croyait pas au Dieu de la cité. Socrate était quelqu'un qui ne respectait pas les lois, il bafouait les lois, il boycottait l'agora, il pervertissait aussi la jeunesse. Pour juste dire que la philosophie est une discipline très dangereuse qui n'apporte absolument rien de bon dans une société. Bien au contraire, la philosophie détruit, déconstruit une société. Du coup, il faudrait tout simplement qu'elle disparaisse. Et ça c'est d'autant plus réel, bon, je dis, c'est d'autant plus présent de tels préjugés dans les sociétés africaines traditionnelles, dans les sociétés musulmanes, où on a du mal à percevoir la philosophie d'un bon œil. Et cela se comprend. Vous savez, les principes de la pensée philosophique s'opposent fondamentalement aux principes de notre vie sociale là, où c'est véritablement le dogmatisme qui y règne. Donc, dans la cité, il y a le dogmatisme social. Qu'est-ce que le dogmatisme social? C'est un ensemble de vérités héritées de la société n'ayant jamais fait preuve de contestation. Et parmi ces vérités héritées de la société qui n'ont jamais fait preuve de contestation, il y a les croyances a priori, il y a les rumeurs, il y a les préjugés, il y a les qu'en dira-t-on, il y a le il me semble, on m'a dit. Donc, ces choses sont tellement ancrées en nous depuis l'enfance que finalement, toute discipline ou bien tout être humain qui viendrait contester ces connaissances entre guillemets serait vu d'un mauvais œil. C'est pourquoi on a tant de préjugés vis-à-vis du philosophe. Euh, Également, on ne dira pas que la société a totalement tort, puisque le thème même de l'activité, c'est entre préjugés et réalité. On ne dira pas que la société a totalement tort. Cela se comprend puisque dans la société, on nous habitue à une certaine façon de voir le monde. Tout le monde voit le monde de la même manière. On est dogmatique. On, on a horreur du changement. Tout ce qui est inhabituel, on le rejette. OK? On est dans la tyrannie de l'habitude. Vous parlez comme Bertrand Russell. Donc, l'habitude nous a tellement domptés qu'on a du mal à s'en défaire. Ça me rappelle encore l'allégorie du prisonnier de la caverne qui, relaté par Socrate, comment dirais-je, relaté par Platon dans la République. Il montrait comment les gens de la cité sont habitués aux pâles reflets, aux illusions, aux croyances a priori, et comment ils sont enchaînés et comment ils voient les choses de la même manière, suivant une seule et unique direction. Et cette seule et unique direction est imposée par la société. C'est la société qui nous dit, c'est comme ça que vous devez voir les choses, c'est comme ça qu'il faut dire les choses, c'est comme ça que les choses sont. OK? Et c'est comme si nous, en tant qu'individus, on n'a pas la possibilité de voir par nous-mêmes ce que la société nous montre. Et c'est tellement ancré que finalement, c'est notre raison qui sommeille. Donc, il y a le somnambulisme intellectuel lorsqu'on parle de la société. La société, comment dirais-je, les individus ont peur de se questionner. Ils ont peur de découvrir de nouvelles réalités. Alors, si je reviens toujours à l'allégorie du prisonnier de la caverne, Socrate, Platon explique qu'un beau jour, un des prisonniers parvint à s'échapper, à se détacher de ses chaînes, sort de la caverne et découvre de nouvelles réalités. Je rappelle que quand les prisonniers étaient dans la caverne, ils avaient les mains et pieds attachés, ils ne pouvaient faire aucun mouvement, ils ne regardaient qu'une seule direction, c'est-à-dire devant eux. Or, derrière eux, il y avait un miroir et entre eux et le miroir, des individus passaient. Du coup, ils ne pouvaient pas voir qu'il y avait des individus qui passaient, mais ça se reflète, je dirais,
devant et ils vont voir une petite lumière, ils vont voir aussi des ombres. Ils ont été habitués à ces ombres et petits reflets-là, au point de croire que le monde se limite à ça. Oh, je commence à être longue. Attendez. Alors, je disais que cet étonnement-là, le fait que les gens, en fait, n'en reviennent pas, juste parce que tu es prof de philo, ce n'est pas fortuit. En réalité, le philosophe dans la société, il est mal perçu. Il est un anticonformiste. Effectivement, ça c'est vrai. Le philosophe est anticonformiste parce que tout simplement, il a un autre œil à travers lequel il interprète les choses, il voit le monde, ok? Et quand ça atteint, par exemple, la religion, par exemple, c'est-à-dire on te voit avec le voile et tu dis que tu es prof de philo, automatiquement, il se demande comment est-ce compatible, quoi, la religion et la philosophie. Donc, je rappelle que la religion est un élément de la culture et quand on parle de la culture, on est dans le domaine de la société. En fait, je vois que je commence à être un peu longue. Je pense que je vais juste m'arrêter à ce niveau par rapport au thème. Et s'il y a des questions, ce sera l'occasion d'approfondir davantage. Je ne veux pas tourner dans tous les sens. Je préfère prendre compte de vos préoccupations. Donc, j'ai juste introduit, quoi, disons, le thème. Et à travers les échanges, ce sera beaucoup plus clair. Euh, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ndaxa tiigi ndaxa maama. Masha Allah.